RCF. Bonjour à tous et bienvenue dans Où va la vie, une émission en partenariat avec les facultés Loyola Paris. Aujourd'hui, il sera question, comme la semaine dernière, des médecines alternatives, hypnose, acupuncture, sophrologie et beaucoup d'autres de plus en plus utilisées par la médecine plus conventionnelle dans certaines affections. Comment se sont-elles installées dans le décor des soins classiques ? Comment sont-elles vécues par les médecins ? Dans quelles affections sont-elles utilisées avec succès ? Peut-on être à la fois médecin et pratiquer une médecine alternative ? Vaste question que je partage avec mes invités du jour. Marie-Aliette Costa-Fournel, qui est néphrologue de formation et qui est aussi acupunctrice. Véronique Suissa, qui est docteur en psychologie. Le docteur Spiegel, qui est psychiatre, hypnothérapeute. Fanny Charras, qui est sociologue et qui a écrit un livre sur le magnétisme, et le père Bruno Sainteau, jésuite et directeur du département de bioéthique médicale à la faculté Loyola Paris. Où va la vie ? Sophie de Villeneuve. Fanny Charras, vous êtes en ligne avec nous au téléphone et je voudrais vous prendre tout de suite parce que je sais que vous êtes pressée et je voudrais peut-être qu'on revienne avec vous sur ce livre que vous avez écrit et qui est paru aux éditions de la Découverte, Les magnétiseurs, Retour du monde magique, donc aux éditions de la Découverte. Est-ce que finalement ce titre de Retour du monde magique, ça vous dit quelque chose ? Est-ce que vraiment on est revenu à la magie ou alors est-ce que c'est beaucoup plus encadré qu'autrefois ? Oui, merci pour cette question qui est fondamentale et en fait ça me permet de rebondir sur ce qui a été dit dans la première partie de l'émission. En fait, les magnétiseurs ont transformé leur pratique et c'est-à-dire qu'ils l'ont professionnalisé, comme je disais tout à l'heure, distingué de la médecine. Donc aujourd'hui, beaucoup moins qu'autrefois, ils se revendiquent alternatifs mais complémentaires de médecine, ce qui leur donne une autre place en fait concrètement dans la division du travail, dans l'organisation du travail en France. Et en même temps, ils ont volonté de scientifiser leur pratique, c'est-à-dire justement qu'elle ne soit plus considérée comme magique. La scientifiser, ça revient à quoi exactement ? Ça revient, alors déjà, il y a eu des tentatives d'objectivation de l'énergie. Objectiver l'énergie, ça permettrait de mettre en lumière ces mécanismes d'action, ça permettrait de montrer en fait comment elle existe, un peu comme on a pu le faire autrefois avec l'électricité ou avec d'autres entités qui n'étaient pas encore reconnues par la science. Il y a eu une tentative notamment qui a été faite à partir des travaux d'Yves Rocard, qui est le père de l'homme politique Michel Rocard, qui était physicien et qui a travaillé sur le magnétisme et tenté d'objectiver l'énergie, d'expliquer en fait la capacité des magnétiseurs à soigner par l'imposition des mains et des radiesthésistes, donc ces personnes qui utilisent des pendules pour repérer des sources ou des flux énergétiques, donc leur capacité d'essayer d'expliquer par la présence dans leurs mains d'une grosse concentration de magnétisme. C'est ce qu'il a appelé Donc ça, c'est une tentative d'objectivation. Je dis que c'est une tentative, c'est pas que je pense que elle est fausse, etc., mais c'est qu'elle n'a pas été reconnue. En tout cas, elle n'a pas encore pour le moment été reconnue par oui. Les médecins. Et d'autres tentatives sont celles d'évaluer l'efficacité du magnétisme. Voilà. D'évaluer l'efficacité du magnétisme. Alors, on a un petit peu quand même l'impression que les magnétiseurs, et peut-être aussi que d'autres praticiens, ont envie de faire rentrer leur pratique dans des circuits plus conventionnels, plus encadrés. C'est ça, Véronique Suissa ? Oui. Elles se sont intégrées dans le cadre des soins de support, initialement en oncologie, à la demande. En fait, il y a eu les États généraux en 1998, impulsés par la Ligue contre le cancer, parce que les patients étaient en demande d'une plus grande humanisation des soins, et donc le cadre des soins de support a développé certaines pratiques évidemment médicales mais aussi non médicamenteuses qui ont ensuite ouvert la brèche à l'essor de pratiques complémentaires. On n'est pas forcément sur ce type de pratique type magnétisme, mais des choses qui sont aujourd'hui plus consensuelles. Je pense évidemment à l'hypnose, je pense à la méditation, voilà, qui ont entré. Et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un mouvement informel d'intégration de ces pratiques. Là, je renvoie au rapport de la PHP qui a été fait en 2011 et qui a répertorié pléthore de pratiques qui étaient déployées. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de repères pour
intégrer un praticien qui soit qualifié. Donc les hôpitaux aujourd'hui s'organisent de manière assez autonome et on voit naître depuis peu des dispositifs, alors je pense au CHU de Bordeaux, des unités de soins intégratifs où là il y a une réflexion, mais encore une fois on n'y intègre pas forcément tout et n'importe quoi, on y intègre des pratiques qui ont une assise, qui ont pour certaines été validées. Malheureusement la question de la recherche, on peut y revenir, il y a très peu de pratiques qui ont montré leur efficacité, mais encore une fois c'est pas parce qu'il n'y a pas d'efficacité prouvée qu'il y a danger, qu'il n'y a pas demande, qu'il n'y a pas besoin, qu'il n'y a pas croyance à respecter, qu'il n'y a pas valeur. Et ce qu'il faut entendre, et je pense notamment au corps médical, c'est aussi d'accepter ces valeurs et ces croyances qui s'expriment de manière différente, notamment quand ils demandent d'avoir un soutien spirituel, par exemple. Donc ces croyances-là sont à respecter. On ne va pas crier à la dérive parce qu'il n'y a pas de validation scientifique. Et ça aussi, c'est un point qui est important. Ça ne veut pas dire que pour autant, il ne faut pas réfléchir à ce qu'on intègre, pourquoi on l'intègre, comment on l'intègre, comment on le coordonne. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on appelle les soins de support en oncologie et ce qu'on appelle aujourd'hui dans le champ des maladies chroniques, la médecine dite intégrative ou la santé intégrative, ce n'est pas dans le champ de la médecine. On reviendra bien sûr sur l'application de ces médecines complémentaires et alternatives dans les soins plus conventionnels, mais j'aimerais quand même qu'on revienne sur ce terme de énergie qu'on entend pas mal, qui est pas mal partagé par vous tous, mais qu'est-ce que ça recouvre que ce terme de énergie ? Une énergie qui se dégage de notre corps, par exemple, ou qu'est-ce que ça peut être ? Marie-Aliette Costa-Fournel. Oui, j'allais dire tout basiquement, notre cœur émet un champ électromagnétique qui bat avec de l'électricité, de l'énergie qui circule depuis le faisceau de Higgs, le long du faisceau de Higgs, entre l'oreillette ventricule à droite et à gauche. Notre cerveau, quelle que soit l'activité musculaire ou cérébrale, cardiaque, on enregistre une activité électrique. Et par exemple, la définition de mort cérébrale, c'est absence d'activité électrique dans le cerveau. Donc, bien sûr que voilà une matérialisation de cette énergie. Les Chinois ont un mot très juste, disent l'énergie, c'est ce qu'on ne peut pas palper. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de prouver l'existence de l'énergie. On peut pas la montrer, on ne peut pas la palper, on ne peut pas la toucher. Mais voilà, on peut la matérialiser indirectement par des techniques d'enregistrement, par exemple, comme ça. Voilà, on peut montrer qu'il y a une différence de potentiel transcutané. Il y a des personnes qui sont amusées à regarder au niveau des points d'acupuncture, est-ce qu'il y a une différence de potentiel, etc., etc. Donc on peut, voilà, par des techniques indirectes. Et est-ce qu'il y a des personnes qui dégagent plus d'énergie que d'autres ? Ça, j'allais dire, c'est ce qu'on ressent dans le quotidien. Oui, justement, je vous propose, parce qu'on va souvent voir des médecins qui ne dégagent pas beaucoup d'énergie. Alors bon, ça, je ne sais pas ce qu'il faut en dire. Moi, je me mets à la place des patients aujourd'hui et de nos auditeurs. Dites, qu'est-ce que c'est que ça, cette énergie qui se dégage de quelqu'un, de ses mains, de sa pratique, plus qu'une autre ? Bruno Sainteau. Alors, encore une fois, là, on utilise le mot énergie en plusieurs sens, plusieurs significations. Voilà, expliquez-nous un petit peu. Donc, il y a les énergies mesurables. Dans votre voiture, il faut mettre un carburant parce que ça produit de l'énergie avec la combustion. Ça, c'est quelque chose qui est mesurable. Et ensuite, dans les deux autres acceptions de l'énergie, il y a ce qui circule dans le corps. Parce que la grande idée, c'est que le corps, il y a des circulations pour qu'il soit animé. Souvent, l'énergie, c'est une manière de dire aussi, c'est vivant. C'est ce qui anime, par exemple. En fait, dans certaines civilisations, au lieu de parler de l'âme, on va parler de l'énergie. Mais c'est la même idée. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'il y a un être vivant ? Qu'est-ce qui fait qu'il est vivant ? Et quand vous dites qu'il y a des personnes qui dégagent l'énergie, c'est analogique. C'est-à-dire qu'en fait, ça sert à dire que quelqu'un répand de la vie autour de lui. Vous comprenez ? Donc, le mot est polysémique. Et du coup, c'est pour ça que je reviens sur le travail que fait l'agence, avec des classifications, des distinctions. Voilà, donc le mot énergie, il faudrait lui donner plusieurs significations différentes. Il y a des énergies qui sont mesurables, d'autres qui traduisent autre chose, le fait d'être vivant. Voilà, donc, et puis, dans ce qui est mesurable, il y a des choses qui sont mesurables à un moment donné, pas mesurables, et qui vont peut-être l'être à un moment donné. Donc les travaux sur l'acupuncture, c'est ça aussi. Peut-être qu'on va se rendre compte à un moment donné qu'en fait, il y a des choses qu'on n'avait scientifiquement pas mesurées, vues. Véronique Swissa parlait il y a un instant... Pardon, excusez-moi. Oui, docteur Spiegel, dites ce que vous avez envie de dire. Pour moi, comme médecin, le type d'énergie que je comprends est l'énergie du cerveau pour contrôler toute la vie, tout le corps.
le type d'énergie que vous discutez, pour moi, c'est une métaphore, comme vous dites, je crois. Exactement. Pour comprendre quelque chose, Exactement. on ne peut pas tout à fait comprendre. Exactement. C'est OK aussi, c'est aussi utile, mais c'est pas la même chose que l'énergie qu'on utilise dans le cerveau de survivre. Donc, encore une fois, c'est un terme très Polysémique. divers, polysémique. Oui. Voilà. Oui. De l'acupuncture est un bon exemple parce que finalement, elle a montré son efficacité avec des études et pourtant, en tout cas en France, les concepts théoriques sous-jacents de l'acupuncture ne sont pas validés. Et donc, ça n'empêche pas d'aller évaluer une pratique et de pouvoir comparer et pouvoir voir qu'il peut y avoir des effets sur certaines applications qui sont reconnues par l'Organisation mondiale de la santé actuellement. Mais pour autant, effectivement, les concepts énergétiques au sens de l'énergie qui serait diffusée, alors je ne connais pas bien les théories sous-jacentes, mais ne sont pas validées scientifiquement. Ouais. Mais ça n'empêche pas d'aller chercher. Et du coup, oui, pardon, Bruno Sainteau. Oui. Du coup, en fait, derrière, il y a des conceptions de l'homme. Par exemple, en Chine, on arrivait à concevoir une action à distance. Ce qui fait que pour eux, l'idée de la boussole qui est toujours orientée, donc une action à distance sur la boussole, c'était pensable. Dans un modèle mécaniste, où il faut avoir un contact pour que ça bouge, c'était pas pensable. Oui. Donc là aussi, la science, elle fonctionne avec des modèles de compréhension du monde, des modèles de compréhension de l'être humain. Et donc, par exemple, c'était un exemple simple, est-ce qu'une action à distance est possible ? Ah, ben voilà, donc les ondes électromagnétiques, etc. Et la boussole, parce qu'il y a des aimants, ça agit à distance. Donc, vous voyez, en fonction du type de compréhension qu'on a du monde, on a peut-être des lunettes, ce qui est possible, pas possible. Mais on reste dans le domaine de la science. Alors, moi, je voudrais peut-être qu'on revienne, parce que je sais peut-être ce qu'attendent nos auditeurs, sur les domaines d'application de ces médecines alternatives. Dans quelles affections est-ce qu'elles peuvent être utiles ? Est-ce qu'elles peuvent guérir aussi, soulager en tout cas ? Marie-Aliette Costa-Fournal, dans quel cas, vous êtes néphrologue, je le rappelle, dans quel cas est-ce que vous pouvez proposer d'acupuncture à des patients ? Merci pour cette question, parce que pour moi, elle est très importante. Pour moi, le champ d'application est très, très large. Alors, comme toute médecine, on ne guérit pas tout avec l'acupuncture, la médecine chinoise, bien évidemment, elle a ses limites. Elle est, dans notre univers occidental, remarquablement efficace pour traiter tout ce qui est pathologie chronique. Pourquoi ça ? Parce que c'est la grande majorité des patients, concrètement, que les pathologies aiguës sont résolues généralement assez rapidement par la médecine occidentale. Elles ne sont pas, mais enfin voilà, on espère qu'elles sont vite résolues. Le problème, et c'est ce qu'on voit aussi en santé publique, c'est les maladies chroniques. Et là, la médecine chinoise est extrêmement intéressante parce qu'elle peut soulager beaucoup de choses qui, dans un cadre général, va soulager le patient. Par exemple, ça va des troubles du sommeil, à une douleur X ou Y, à une anxiété, à des troubles digestifs. Ça peut être remarquablement efficace. Du manque d'appétit, troubles du transit, etc. Tout ce qui est infection chronique, cystite chronique, sinusite chronique, tout ça, c'est des motifs de consultation assez fréquents parce que, d'une part, notre médecine n'est pas toujours très, très efficace, très efficiente pour ce type de pathologie, qu'on arrive souvent à des problèmes d'effets secondaires. Moi, j'ai beaucoup vu quand je travaillais dans la douleur à Poitiers, où quasiment tous les patients avaient les effets secondaires des médicaments antalgiques sur du long terme, parce qu'ils avaient des douleurs importantes et des traitements importants. Et là, les techniques alternatives, d'ailleurs, il y avait des hypnothérapeutes et c'était très intéressant. L'acupuncture apportait une aide inestimable parce que ça permet aussi de diminuer les autres traitements. Alors, j'insiste sur le fait que, personnellement, dans ma pratique, je n'interviens jamais dans le traitement des confrères. Ça, je les laisse gérer, d'abord parce que c'est très désagréable et puis ce ne serait pas éthique. Mais par contre, voilà, l'espoir, c'est qu'ils puissent diminuer les traitements pris au long cours. Docteur Spiegel, dans votre pratique de l'hypnose, quels sont les patients auxquels vous proposez l'hypnose ? Je propose l'hypnose pour plusieurs gens avec des problèmes comme la douleur, le stress, des difficultés de dormir, des problèmes d'arrêter de fumer, par exemple. Et aussi les problèmes post-traumatiques, PTSD. Il peut aider plusieurs gens avec ces problèmes. Ces problèmes peuvent venir aussi avec des autres problèmes médicaux, mais aussi sans eux. Et j'avais eu une jeune femme enceinte avec problème de dos et elle a beaucoup de douleur.
Et ils ont essayé d'implanter quelque chose pour réduire, et comme elle est plus enceinte, plus de douleur. Et j'avais utilisé l'hypnose pour imaginer d'être dans le bain chaud. Et elles se sentent mieux. Et le niveau de douleur a commencé à 7 de 10. C'était 3 de 10 après 10 minutes. Et elle était en couleur. Et j'avais demandé pourquoi est-ce que vous êtes en couleur. Pourquoi est-ce que vous, le dernier médecin qui j'étais envoyé à, et pas le premier? Bien et sûr. pour moi, c'est la combinaison de les deux, de les traitements intégratifs bien intégrés avec le traitement médical. Oui, Véronique Suissa. Oui, pour rebondir, en fait, ce qu'il faut savoir aujourd'hui en termes de recherche scientifique, on a 3 pratiques pour lesquelles il y a un consensus en termes d'efficacité sur des applications qui ont déjà été citées, l'acupuncture, l'hypnose et la méditation de pleine conscience. Au-delà de ça, il n'y a pas aujourd'hui de recherche suffisante sur ces pratiques pour pouvoir attester d'une validation scientifique. En France, par exemple, il n'y a pas de projet ANR par l'Agence nationale de recherche qui va financer des recherches qui sont extrêmement coûteuses, qui fait que ces pratiques sont dans la volonté de se scientifiser, c'est ce qui a été dit, mais n'en ont pas les moyens parce qu'il n'y a pas de recherches qui sont déployées. Donc on est face à un problème pour effectivement aller les évaluer puisqu'il n'y a pas de fonds pour les évaluer. Et il y a un autre enjeu qui est aussi mis de côté et qui me semble peut-être plus prioritaire à celui de la recherche, en parallèle évidemment, celui de la formation. Là, on a des exemples de médecins qui pratiquent, on parlait de maladies chroniques tout à l'heure et c'est extrêmement intéressant, mais on est face à des professionnels qui ont une formation initiale solide, médicale, et qui peuvent intervenir avec des outils complémentaires pour une visée thérapeutique de réduction des symptômes. Et à côté de ça, il y a tout un champ de praticiens qui sont dans le bien-être et qui ne peuvent pas intervenir dans le champ du thérapeutique, mais il y a un manque de compétences qui fait qu'effectivement les choses se croisent entre des soignants praticiens et des praticiens bien-être et une difficulté d'articuler sur le terrain et notamment en milieu de soins ces compétences qui sont diversifiées. Alors pour peut-être revenir, on a aussi employé, vous l'avez toujours évoqué, Véronique Suissa, la méditation. La méditation, je suppose c'est prévu de la méditation de pleine conscience. Bruno Sainteau, je me retourne vers le jésuite. Qu'est-ce que vous pensez de cette forme de méditation? Est-ce que vous en proposez une autre? Quels sont les bienfaits sur la santé? Ces effets-là de la méditation en pleine conscience ont été montrés expérimentalement. Il y a des programmes de recherche, il y a des programmes d'action, on propose ça aux soignants. Donc c'est bien. Voilà. La question, c'est que la méditation chrétienne, elle n'est pas orientée spécifiquement vers le bien-être. Ça dépend de ce qu'on recherche. Il faut regarder aussi dans les techniques que l'on emploie, qu'est-ce qu'on recherche. Si on cherche dans la méditation être en relation avec Dieu, c'est pas la même chose que chercher le bien-être. On peut être en relation avec Dieu tout en étant souffrant. Voilà. Et donc c'est comme toujours, qu'est-ce qu'on attend aussi d'une technique de méditation? C'est mieux d'aller bien quand même, d'être en paix. Pour que des gens prient, il ne faut pas qu'ils souffrent trop, n'est-ce pas? Si les personnes qui souffrent trop, elles ne peuvent pas prier, elles ne peuvent pas être en calme, elles ne peuvent pas méditer. Donc il faut des conditions, physiques et psychiques de base, d'être suffisamment en paix. Mais la question c'est, donc c'est bien, mais la visée c'est quoi? Alors si c'est le bien-être, c'est très bien. Diminuer le niveau de stress, c'est très bien. Mais on pourrait dire que la prière chrétienne ne cherche pas fondamentalement à diminuer le stress, même si elle peut le faire aussi, ou regarder la vie d'un autre côté. Alors ça aussi c'est un point important. C'est-à-dire qu'on peut élargir son regard, on peut développer autre chose en soi, on peut développer la capacité de bien en soi, on peut élargir sa vision du monde. Alors ça, ce serait des effets, positifs d'ouverture à autrui. On peut dire ça en termes chrétiens, les fruits de l'esprit, amour, joie, paix, bonté, bienveillance, douceur, maîtrise de soi. Voilà, si une technique peut nous faire en sorte que nous nous sentons mieux, que nous sommes plus ouverts à autrui, je dirais c'est très bien. Mais encore une fois, quel est l'objectif? Donc, on ne va pas chercher la méditation chrétienne simplement pour le bien-être. Non, bien sûr. Voilà. Donc, mais la méditation, en termes tout simples, c'est
une façon de chercher le bien-être, Véronique Swissa, ou peut-être pas uniquement, c'est ça, peut-être élargir aussi. Dire, en fait, oui, j'allais oui, rebondir exactement là-dessus, oui. parce que ça dépend ce que les personnes Oui, recherchent exactement. et dans quelle situation. On a tendance à vouloir mettre tout sur un même niveau, mais encore une fois, c'est pas la même chose. Une personne qui est atteinte d'un cancer, qui a besoin de se relaxer, de diminuer des pensées de rumination, par exemple, et qui va du coup pratiquer la méditation, que quelqu'un qui est en bonne santé et qui va justement chercher plutôt ce bien-être. Donc c'est aussi qui je suis, pourquoi je veux aller vers de la méditation, qu'est-ce que je vis, est-ce que je suis un être en souffrance actuellement, est-ce que je suis dans une situation de fragilité. Donc tous ces questionnements-là font qu'à un moment donné, il va y avoir effectivement un usage qui peut être proposé en milieu de soins par exemple, mais aussi qui peut venir de la personne en fonction de ses valeurs et de ses croyances. Docteur Spiegel, dites-nous quand on vient vous voir, comment ça se passe? Je crois que les expériences comme méditation, comme hypnose, comme acupuncture, peut aider des gens avec les problèmes. Si c'est seulement bien-être ou c'est les problèmes médicaux comme douleur, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. C'est pas dangereux, ça ne marche pas. Mm-hmm. Il y a des traitements médicaux qui peuvent être dangereux, où il y a risque et bénéfice, comme opioïdes pour le douleur chronique. C'est dangereux. Aux États-Unis, hier soir, il y était presque 100 000 personnes étaient mortes de trop d'opioïdes. Oui. L'addiction, c'est un grand problème. Il y a des problèmes avec chirurgie, autres problèmes médicaux. Et ainsi, je crois qu'on a trop de peur des traitements intégratifs et ils sont moins dangereux. Peut-être ça ne marche pas, peut-être ça marche, ça aide. Vous avez l'air de nous dire que finalement, il vaut mieux faire des séances d'hypnose si ça marche plutôt que de prendre trop de médicaments contre la douleur. Absolument, voilà. Vous avez raison. Marie, je ne peux qu'abonder dans ce sens, et mieux vaut faire de l'hypnose, de l'acupuncture, de la méditation, avant d'aller, et l'exemple de votre patiente qui avait ses lombalgies enceinte, oui. c'est remarquable. Et c'est un petit peu notre quotidien. Pas mal de patients nous disent « Ah, mais si j'avais su avant !» Parce qu'effectivement, un des gros avantages de ces pratiques, c'est qu'il n'y a pour ainsi dire pas d'effet secondaire. Ou vraiment bénin. Au pire, ça ne vous fait rien. Au pire, ça ne fait rien. Et honnêtement, ça demande de l'apprentissage. Enfin, je parle de ce que je connais, l'acupuncture, qui demande un gros apprentissage. Et j'insiste sur le fait que c'est pas en 2 ans qu'on se forme à l'acupuncture. Il faut d'abord accepter de rentrer dans un nouveau champ de pensée et d'apprendre beaucoup de concepts, beaucoup de choses. Et donc voilà, ça demande un long cheminement. Mais une fois qu'on a fait ce cheminement, on se rend compte à quel point cette pratique peut être vraiment très, très utile. Bruno Sainteau. Oui, alors moi j'abonderai tout à fait dans ce sens-là. Puis je dirais qu'en fait, il y a un premier aspect de la relation soignante qui fait du bien, c'est la présence d'un autre. Baline te disait en fait que le premier médicament qu'apporte le médecin, c'est lui-même. En fait, la première thérapeutique, c'est lui-même. Donc c'est la relation de soin. C'est le fait qu'un humain prenne soin d'un autre humain. Ben, on peut dire, ça c'est... Comprenez, ça n'existe pas en termes... mais en fait, prendre soin d'un autre, porter attention à un autre, c'est guérissant au sens, je me sens reconnu, aimé, dans ma singularité, quelqu'un s'occupe de moi. Ben, ça a des pouvoirs aussi, alors, guérissant au sens, je suis intégré dans une société, je ne suis pas tout seul. En fait, la souffrance, elle singularise. Parce que je suis tout seul et personne ne peut me comprendre. Les souffrances aiguës, personne ne me comprend, personne ne me rejoint. Vous êtes incapable de... Donc, le fait qu'un être humain se penche vers un autre être humain, c'est déjà guérissant en soi. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein de pratiques qu'autrefois on aurait pu qualifier de magiques, etc., qui étaient en sens guérissantes parce que c'est un humain qui prend soin d'un autre humain. Alors, voilà, donc justement, je voulais des pratiques guérissantes. Alors, je voulais justement réagir sur ce que disait le professeur Spiegel, le disant au pire ça ne marche pas, et il a entièrement raison. Mais ça fait lien aussi avec ce qu'il vient de dire et l'importance de la relation. Et on a un bel exemple dans le champ du vieillissement. On ne guérit pas de la vieillesse. On est tous amenés effectivement à partir et on ne guérit pas de la vieillesse. Et pourtant, justement, cette notion de cette prise de conscience de l'importance du soin relationnel est de plus en plus accrue. On l'a vu avec les polémiques, notamment dans le milieu
des EHPAD où prendre soin des personnes âgées, c'est pas simplement leur donner tout un tas de médicaments. Et se développent de plus en plus en France les PASA, les pôles de soins et d'activités adaptées, dans lesquels justement il y a des ateliers cuisine, dans lesquels il y a des psychologues, des psychomotriciens, mais aussi des arts-thérapies, de la musicothérapie, qui viennent justement s'inscrire dans cette dynamique, dans ce soin relationnel qui pour le coup est vital. Et guérissant, si j'ai bien compris. C'est pour ça en fait qu'il y a une demande. Aujourd'hui, vous voyez ça dans toutes les facultés de médecine maintenant, pour une médecine humaine ou pour une nouvelle médecine de la personne ou une médecine humaine, comme si on avait perdu quelque chose en éclatant en spécialité, n'est-ce pas, ou qu'il y aurait une technique qui aurait isolé les patients dans le monde de la technique. Et du coup, la demande d'une médecine intégrative, c'est en fait la demande d'une humanisation, j'allais dire, du soin au sens très global du terme soin, et tout ce qui est fait pour qu'un être humain se sente mieux dans le monde, puisse habiter le monde, y vivre décemment. Maria-Aliette Costa-Fournal, est-ce que vous vous sentez plus humaine depuis que vous pratiquez l'acupuncture ? Oui, je le réponds franchement oui. Dans ma pratique, clairement, ça m'a transformée, je peux le dire comme ça. Et pourtant, je viens d'une spécialité où, alors la néphrologie c'est très pointu, mais les soins intensifs, ça inclut le soin de toute la personne, parce qu'il faut s'occuper de l'aspect nutritif, cutané, etc. Donc c'est une vision large du corps humain, mais malgré tout, cette pratique, je vais vous donner un exemple qui peut paraître ridicule, mais j'ai vu arriver un patient pour un problème néphrologique à mon cabinet, parce qu'ils ont le choix, c'est soit l'un soit l'autre. Et puis je voyais arriver ce patient boitant, se tenant les lombaires. Bon, bref, clairement, il avait mal dans les lombaires. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire « il faut que je vous aide là ». Ce que je n'aurais jamais fait quand j'étais en consultation hospitalière de néphrologie. D'abord, je n'avais pas le temps. Et puis, ça ne me venait même pas à l'esprit. Donc oui, ça m'a transformée, très clairement, très clairement. Vous êtes là pour soulager finalement, plus qu'avant ? Oui. Rentrer en relation ? Oui, pourtant je pense que j'ai toujours été quelqu'un de plutôt empathique. J'ai vraiment choisi ce métier, c'est un choix, un vrai choix. Mais oui, j'ai appris en empathie, en compréhension de... En fait, c'est vraiment une médecine du corps, l'acupuncture. Et bizarrement, notre médecine occidentale, parce qu'elle passe beaucoup par le biais de médicaments chimiques, enfin, parfois d'origine naturelle ou chimique, peu importe, mais on perd ce contact avec le corps, beaucoup. Et les patients recherchent beaucoup ça, qu'on touche leur corps. Je suis complètement d'accord. L'importance de la connexion humaine. Mais aussi, nous avons une nouvelle opportunité now avec les applications. Moi, je peux aider les gens de milliards avec l'hypnose, seulement avec Reverie. Il y a en français maintenant New Leaf qui fait la même chose. Alors dites-moi, quelles sont les applications d'hypnose là ? Parce que je suis sûre que hypnose. Comment s'appelle-t-elle ? R-E-V-E-R-I. Reverie. D'accord. Et vous pouvez trouver sur l'Internet. En français ? Et dans Ça peut être en français aussi ? Pas encore. Pas encore. Mais il y a un New Leaf qui est en français, qui était développé avec l'assistance du gouvernement français. Et c'est un autre type de connexion humaine. Tous les teenagers en France utilisent l'Internet et apps pour faire la connexion. Nous pouvons utiliser ça aussi pour les traitements intégratifs et complémentaires. Très bien. Merci beaucoup à tous d'avoir été présents dans cette émission. On reviendra dans la semaine prochaine encore sur ces médecines complémentaires et alternatives. Avec vous tous encore, merci d'être là. Donc Véronique Suissa qui est docteure en psychologie, Maria-Aliette Costa-Fournel qui est néphrologue et acupuncteur. Nous avions aussi Fanny Charras qui nous a parlé du magnétisme. Et je rappelle son livre qui est paru aux éditions de la découverte, magnétisme et paradoxe de la modernité. Et puis merci aussi à vous Bruno Sainteau qui est jésuite et directeur du département de bioéthique médicale à la faculté Loyola Paris. Merci à Pierre Samanos qui est notre réalisateur aujourd'hui. Vous le savez, vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur les sites de RCF et de Radio Notre-Dame. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.